Pour cette nouvelle table ronde, on se demande si le télétravail peut être une solution concrète pour soutenir la santé mentale ou si on a un peu trop vite fait de le mettre sur un piédestal. Pour en discuter, je me suis entourée de Joanie Laflamme, femme passionnée, généreuse et créative, intrapreneur en gestion de médias sociaux, photographe et maman de 4 garçons pas mal énergiques. Christelle Montreuil, fondatrice d'Idéo, une boîte de services conseils en design inclusif et en accessibilité universelle. Grande défendresse d'une société plus inclusive et maman. Ainsi que Valérie Stein, ancienne professeure des écoles et directrice reconvertie, maintenant autrice et hypnothérapeute avec la mission d'aider les personnes dans la compréhension de leurs émotions. Reste avec nous pour découvrir toute la richesse qui se trouve derrière cette conversation. Bonne écoute! Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais avoir l'air de quoi? Il y en a trop. Il y en a trop, j'y arriverai pas. C'est quoi? T'attends-tu que ta balloune pète pour arrêter de te mettre de la pression? Hey! T'es pas tanné de la culture du burn-out qui te fait croire que t'es jamais assez? De te comparer puis de te sentir complexé d'être qui tu es? C'est pas pour rien que t'atterris ici. Moi, c'est Annie et ma mission, c'est d'enrayer l'épuisement, rien de moins. Mes clientes me surnomment la botteuse de fesses bienveillante parce qu'après 20 ans en relation d'aide, j'ai décidé d'arrêter de me censurer. Balayer le sujet de la santé mentale sous le tapis, ça suffit. Je t'invite à briser les tabous avec moi et mes invités, un épisode à la fois. Sans fly-fly et avec nuance, on va aller au-delà des préjugés puis des approches vides de sens. Quand on veut, on peut. Pas si sûr de ça. Bienvenue à bord de Foutrement vrai, le podcast qui t'invite à te foutre la paix. Hello, hello, mesdames! Très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour une nouvelle table ronde de Foutrement vrai. Un sujet fort d'actualité. Aujourd'hui, on va se parler de télétravail. Et oui, et j'ai avec moi 3 femmes qui ont 3 expériences diverses et qui vont pouvoir apporter leur point de vue sur ce qu'elles ont vécu. Mais avant qu'on commence, je sais que les gens qui nous écoutent ont envie de vous connaître un peu plus. Joanie, Christelle, Valérie, est-ce que vous pouvez prendre le temps de présenter à nous brièvement, nous partager un petit peu une habitude aussi que vous avez pour prendre soin de votre santé mentale? On va commencer dans l'ordre que je vous vois sur mon écran. Allons-y avec Joanie. Bonjour. Je suis Joanie Laflamme. Dans la trentaine, étant donné que ça va rester dans le temps, ce podcast, on va dire que j'ai toujours le temps puis que je reste là. Espérons-le. Espérons-le. Je suis entrepreneur depuis déjà 3 ans et je travaille de la maison. Et je suis principalement aussi, je dirais à 75% de mon temps, maman de 4 garçons, ayant une énergie, je dirais légèrement, mais c'est pas le bon mot, je dirais une énergie intense. Ce qui fait que mon quotidien est assez chargé. Mon domaine, c'est la gestion des médias sociaux et la photographie demande quand même une certaine diversité au niveau des actions dans mon entreprise. Et qu'est-ce que je fais pour me sentir mieux, pour ma santé mentale? Je dirais que j'ai renoué avec la lecture et ça me permet tellement de décrocher et de vivre l'histoire de quelqu'un d'autre plutôt que la mienne. Super, merci Joanie. Christelle. Bonjour, je m'appelle Christelle Montreuil, je suis la fondatrice de Idéo. J'ai un parcours qui te ressemble, Joanie. Pour débuter, me décrire, j'ai le cheveu châtain détaché, j'ai un gilet bleu avec du motif, j'ai un rouge à lèvres rouge, j'ai les yeux bruns, puis je le sais, à chaque fois, le monde font comme, pourquoi qu'elle vient de se décrire? Je me dis qu'il y a probablement des gens qui font juste nous écouter, donc ils vont pouvoir avoir une représentation de moi, mais aussi pour ceux qui ont des incapacités visuelles, ils peuvent se faire comme ça une image de moi. J'ai une firme de services conseils en design inclusif et accessibilité universelle. Donc, on aide à mieux concevoir et à créer une société qui est plus inclusive. Je suis également maman de 3 filles, belle maman de 2 autres filles. Donc, je connais aussi Joanie. Ça fait du monde, ça. C'est beaucoup d'actions, mais pas la même que la tienne, Joanie. C'est une action différente. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ouais. Puis pour prendre soin de moi, moi je suis une coureuse. Puis cette année, je me suis rembarquée pour une 3e fois dans le défi des demoiselles. Je sais pas si c'est un défi que vous connaissez, mais le défi des demoiselles, c'est de courir chaque fille 100 km en 4 jours à coup de 10 relais de 10 km. Donc en 4 jours, je vais courir 10 fois 10 km pour les femmes et les enfants qui sont victimes de violences conjugales. La course, c'est vraiment mon moyen pour m'aider avec ma santé mentale. Oui, parce que j'imagine que
au-delà de ce défi-là, ça prend beaucoup d'entraînement pour se rendre jusque-là. Donc, tu dois courir régulièrement. Oui, ben dans le fond, Oui, c'est un ça se passe bien avant. Oui, c'est un entraînement de 9 mois. C'est comme une grossesse, dans le fond, tout le processus. Donc, c'est 9 mois d'entraînement. Mais il y a des filles, parce qu'on est 45 filles, il y a des filles qui ont jamais couru de leur vie quand ils commencent, puis qu'à la fin, ils réussissent à courir le 100 km. Fait que c'est vraiment accessible pour tout le monde parce qu'on a un plan qui est vraiment adapté à notre situation, à nos besoins. Puis, étant donné que, justement, entrepreneur, maman, ben, il s'ajuste aussi à notre réalité de vie. Donc, c'est pour ça. C'est vraiment un beau défi. Merci, Christelle. Valérie, qui nous vient de la France. Donc, je vais me présenter en quelques mots. Je suis Valérie Sten. Actuellement, je suis hypnothérapeute. Mais c'est depuis pas longtemps, puisque avant ça, j'étais enseignante. Donc, j'ai été directrice d'une petite école pendant une quinzaine d'années et j'ai changé de travail suite à un burn-out. Suite au confinement, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui sont mises en place dans ma vie et qui m'ont conduite à ce changement. Donc, le télétravail, j'ai expérimenté ça de deux façons, en tant qu'entrepreneuse et en tant qu'enseignante. Et ça va être intéressant, je pense, de comparer les deux points de vue. Parce qu'on l'a vécu ici aussi, donc tu as été amenée à enseigner et à t'occuper de la direction de l'école en ligne durant la COVID, ce qui a été peut-être le point tournant aussi et la goutte de trop qui a fait en sorte que tu as amorcé un virage dans ta carrière. Tout à fait. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis plus vigilante maintenant sur prendre soin de ma propre santé mentale. Et donc j'ai deux choses qui m'aident beaucoup. Donc j'ai à l'inverse de Joanie, je lis beaucoup, mais c'est surtout l'écriture, en fait, qui m'aide. Et puis, en ce moment, j'expérimente les micro-siestes. Donc ça, c'est nouveau. J'avais jamais essayé avant. Donc, je teste pour voir les effets bénéfiques que ça peut avoir sur mon rythme, sur ma manière de recharger mes batteries. Et voilà. Yes! On a justement reçu une sieste-influenceuse sur le podcast récemment, donc qui fait la promotion des micro-siestes aussi. C'est très intéressant. Alors, on va se lancer directement sur notre question principale. Pour beaucoup, travailler de chez soi est perçu comme la solution idéale pour favoriser l'équilibre vie pro, vie perso. La pandémie nous a effectivement permis de l'expérimenter plus largement. C'était pas encore très répandu comme approche avant 2020. Ça a fait émerger beaucoup de nouveaux modèles dans les organisations, beaucoup d'essais-erreurs, au grand bonheur ou non des acteurs qui sont concernés. Il y a des gens qui sont très, très pour. Il y a des gens qui sont très, très contre. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'aller regarder si oui ou non, on a placé un peu trop vite le télétravail sur un piédestal. Vous en pensez quoi d'après vos expériences? Joanie, comment ça se passe chez toi, le télétravail? C'est un sujet pour moi qui est assez délicat parce que ça l'amène depuis que j'ai commencé mon entreprise il y a 3 ans, beaucoup de friction dans mon couple. Et je vais commencer comme ça. Parce que, on va se le dire, quand tu as des enfants, ben, ça reste que quand tu es à la maison, il y a une certaine facilité à ce que ça soit le parent qui est à la maison, qui s'occupe des enfants malades, qui gère les rendez-vous, parce que son horaire est dit plus flexible. Sauf que moi, je suis entrepreneur, je suis travailleur autonome et je n'ai personne à qui déléguer mon travail lorsque je ne peux pas le faire. Ce qui fait en sorte que oui, c'est le fun, cette flexibilité d'horaire-là, mais à quel prix? Oui, quel prix? C'est important de le dire parce que tu vas pas avoir de congé de maladie. Si tu fais pas le travail, puis surtout que tu es photographe, par exemple, si tu devais annuler une session photo, l'argent ne va pas rentrer. Il y a personne qui va aller la faire à ta place pour que tu puisses recevoir un revenu dans cette situation-là. Donc oui, ça a un prix, mais ça a un prix plus largement. C'est ça. C'est que dans une dynamique de couple, il y a toujours un parent qu'on appelle de forfait, puis un parent qui est plus mobile, qui a plus cette possibilité-là de se réaliser. C'est faux de dire que la division est réellement égale à 50-50. Il y a toujours des ententes sous-dites, sous-écrites, qui font en sorte qu'il y a souvent un parent qui va se retrouver avec la charge des enfants dans différents contextes parce que ça peut se diviser d'une façon différente. Souvent la mère. Souvent la mère, même si mon chum est super impliqué, qui fait énormément de choses, ça reste que c'est sur mon avancement de carrière à moi et sur ma flexibilité d'horaire que ça vient jouer. Je sais qu'aux 2 semaines, j'ai une rencontre d'orthophonie avec un de mes cocos, puis je sais que j'ai cet après-midi-là que je perds en mobilité. Je sais qu'on a fait le choix de ne pas payer de service de garde, donc ma journée de travail, elle est extrêmement condensée, extrêmement réduite, et je n'ai pas l'impression d'avoir le droit
d'être malade, d'avoir le droit de mettre le piton à off et d'aller prendre un bain avant de commencer ma journée parce que je me sens insuffisante à ce moment-là. Fait à quel prix le télétravail m'aide ici? Je peux pas dire que c'est vraiment quelque chose de super génial. Je peux pas dire que ça fait vraiment la différence dans ma vie. J'ai l'impression que ça m'en met beaucoup sur mes épaules. T'sais, au début, quand tu avais des enfants, tu avais un emploi conventionnel, tu travaillais dans un CPE. Est-ce que tu avais l'impression d'avoir autant de charges à ce moment-là? Comment vous vous organisiez? C'est sûr qu'il n'y a pas eu une grande période où j'ai eu les enfants, où j'avais encore mon poste. Avec la perte de mes places en garderie, je me suis ramassée rapidement maman à la maison temps plein, ce qui a fait que la charge était à 100% autant maison qu'enfant. Mais avant ça, moi, je m'occupais de la routine du matin, aller porter mon coco à la garderie, partir faire ma journée de travail et revenir chercher mon coco. Fait que j'avais encore beaucoup de charges, même quand j'étais employée, plus le souper, plus finalement, la fin de semaine où on est supposé relaxer, on fait quoi? Les foutues commissions, les préparations de repas pour se sauver une santé mentale pendant la semaine, ce qui fait que tu vis tout le temps sur du 100%, 110% de batterie qu'un moment donné, c'est le coup de pelle dans la face. Fait que c'est un peu la dynamique un peu limite toxique que ça peut amener. Oui, évidemment, on va avoir la chance d'en reparler. Il y a aussi des points positifs pour toi. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Merci, Joanie. Christelle? Ben moi, contrairement à toi, Janie, ça l'a vraiment simplifié ma vie. Ça l'a harmonisé justement mes différentes sphères de vie parce que aussi j'ai fait le changement de un emploi. D'être employé puis d'avoir un horaire qui était fixe, qui était de comme 8 heures à 16 heures, puis que c'est moi qu'il fallait qu'il y ait la charge aussi de tous les enfants. Donc, de devenir entrepreneur en télétravail, pour moi, ça l'a vraiment comme beaucoup simplifié toute ma vie. Le fait de ne plus avoir à demander des congés qui étaient comme souvent à répétition là avec le nombre d'enfants, on dirait que ça me pesait lourd justement. Tandis que là, je peux ajuster mon horaire. Tu sais, nous, on est en équipe. Moi, j'ai 7 employés. Mes 7 employés sont aussi tous en télétravail. On n'a pas de bureau fixe. Donc, tu sais, tantôt, tu nommais, Joanie, que tu pouvais pas répartir la tâche. Ça, c'est quelque chose que moi, inversement, je peux. Donc, quand que je vois que, ça rentre plus dans mon horaire, je peux déléguer à mes employés, à mes collègues pour faire comme, OK, là, ça rentre pas, j'ai un imprévu. Puis c'est la même affaire pour mes employés aussi. Donc, si eux autres aussi ils vivent ce moment-là où ils ont un enfant malade ou qu'eux autres sont malades ou qu'ils ont besoin d'un moment, ben on va tout le temps s'ajuster en fonction de ça. Fait que je trouve que nous, ça nous a permis ça. Mais tu sais, le télétravail, pour moi, vient aussi avec la flexibilité d'horaire. Donc, moi, je leur oblige pas puis je m'oblige pas d'avoir un cadre d'heure. Tu sais, nous, on travaille pas de 8 à 16 heures. Tu sais, dans le fond, moi, je travaille quand j'ai mes trous pour travailler. Mes employés, c'est la même affaire. Donc, s'il y en a qui veulent travailler de soir, travaillent de soir. S'il y en a qui veulent travailler de fin de semaine, travaillent de fin de semaine. Ils jument leur horaire, ils harmonisent leur horaire en fonction de leur vie personnelle puis la vie professionnelle. Puis, au final, on a des deadlines qu'il faut respecter. Puis, c'est ça qui vient comme cadrer un petit peu leur travail, mais ce que moi je veux, ben je le fais aussi pour mes employés. Il faut quand même être honnête en se disant que c'est assez avant-gardiste comme façon de faire. Oui. C'est pas encore toutes les organisations qui offrent cette liberté-là. Oui. Je connais des gens qui sont en télétravail, mais qui doivent quand même respecter un cadre très, très similaire à s'ils se présentaient au bureau. Ouais. On a encore de la difficulté à faire confiance que les employés vont respecter leur engagement, alors qu'au final, ce qui compte, c'est les résultats, c'est l'atteinte des objectifs bien au-delà du nombre d'heures ou de l'horaire de travail. Ouais, puis le nombre de personnes, tu sais, pour vrai, quand mes employés commencent à travailler pour IDEO, ça leur prend 2-3 mois d'adaptation, là, d'ajustement, parce que c'est rien de ce qu'ils ont connu avant. Parce que là, il y a la flexibilité d'horaire, il y a l'horaire, ils peuvent choisir le nombre d'heures. Fait que si une semaine, ils veulent travailler 20 heures, travaillent 20 heures. S'ils veulent une semaine travailler 5 heures, travaillent 5 heures. Tu sais, c'est eux autres qui s'ajustent en fonction du deadline. Fait que il y a ça, puis on challenge aussi les autres entreprises parce qu'ils font comme ben voyons donc que tu vas jusque là. Puis là il y en a même qui me disent ouais mais c'est sûr que tu te fais voler de l'argent. Puis là dans ma tête je suis comme ben probablement si je m'en fais voler c'est probablement autant que toi avec ton horaire rigide parce que c'est pas vrai qu'une personne va être opérationnelle, efficace, productive de 8 à 16 heures. Absolument. C'est sûr que non. Fait que tu sais il y a moi du présentéisme là. Exactement. Fait que tandis que moi, mon équipe font comme OK ben là, mon cerveau là, ça fonctionne plus, je vais arrêter de travailler,
puis je vais revenir ce soir, ou je vais travailler un peu plus une autre journée, fait qu'ils s'ajustent là-dedans. Fait que, à chaque fois, je suis là comme, ben, je pense pas que je me fais comme voler, même dire voler, là, j'aime pas tant que ça, là, mais voler plus d'heures, plus d'argent, là. Je pense qu'au contraire, ils s'harmonisent plus avec leur vie. Bon, je suis pas celle que tu vas avoir besoin de convaincre. Je te le dis tout de suite, Christelle. C'est sûr qu'au niveau de la productivité, puis on va en reparler après, il y a quand même beaucoup d'études qui l'ont démontré, là, ça. Donc, tu tombes pas des nues non plus. Tu sais, j'imagine que tu as réfléchi un peu avant d'aller vers ce type d'approche-là. Bravo pour ça, Christelle. Joanie, tu voulais ajouter quelque chose? Ben oui, premièrement, je trouve ça vraiment fantastique parce que il y a quelque chose que j'ai réalisé dans la dernière année, c'est que mes zones de créativité sont tellement fluide, tellement variable que si je m'oblige à m'asseoir devant mon écran pendant 1 heure à me dire il faut que je fasse ma créa de contenu, j'arrive à rien parce que je suis pas alignée dans mon énergie créative à ce moment-là. Puis souvent, ce que je vais produire dans cette période-là va être beaucoup moins grande que si je m'assois au moment où est-ce que les idées fusionnent. Là. Mettons quand je suis en train de me sécher les cheveux, le moment le plus, je sais pas pourquoi c'est ça, mais c'est là où est-ce que les idées me sortent, c'est peut-être parce que l'espace mental est plus là. Après ça, je vais m'asseoir, je vais mettre sur papier ou je vais mettre ces idées-là en vie. C'est là où je vais avoir le plus beau résultat, les plus belles choses qui vont sortir. Puis quand les employeurs finissent par comprendre ça, ou même un travailleur finit par comprendre ces cycles, c'est fou ce qu'on peut accomplir dans un petit laps de temps en apportant la nuance de petits bouts de temps focus parce qu'on a beaucoup de perturbateurs aussi dans notre environnement. Mais ça sera un sujet peut-être pour plus tard. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai envie de passer le bon à Valérie parce que Valérie, tu as pu l'expérimenter dans 2 contextes complètement différents. J'imagine que lorsque c'était pendant la pandémie, dans les écoles, vous aviez un horaire très, très rigide à respecter versus aujourd'hui, comme entrepreneuse, comment tu vis la différence entre les deux, toi? C'est exactement de ça que j'avais envie de parler, du comparatif entre quand j'étais en tant qu'employée et que j'avais une énorme pression de l'administration, de ma hiérarchie, avec un côté très intrusif parce que étant en contact permanent, recevant des mails toute la journée, même en dehors des horaires, c'était pas du tout la même pression que celle que je me mets moi-même aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Alors il y a des difficultés dans les deux qui sont un petit peu les mêmes en fait, qui sont la pression qu'on se met. Parce que finalement, en tant qu'entrepreneuse, je suis un peu le pire patron que je puisse avoir. Ah oui, je dis souvent ça, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et puis, je sais plus, je crois que c'est Joanie qui parlait de prendre le temps de prendre un bain et tout ça. Actuellement, quand je commence à me mettre dans un travail où je suis très focus, où j'ai beaucoup de créativité, je suis capable des fois de rester 3 heures, 4 heures et je suis encore en pyjama. Je suis pas allée aux toilettes. Et il faut que je me mette des petites alertes comme ça pour me dire, attention là, tu t'oublies. Donc voilà. Oui, parce que ce que Christelle nous présentait, c'est bien beau, mais tu l'as dit, ça prend un temps d'adaptation pour tes employés parce que lorsqu'on n'a pas été habitué à fonctionner sans structure, faut se connaître extrêmement bien pour mettre en place une structure qui va être alignée à qui on est, à nos besoins. Souvent, on va commencer en reproduisant un petit peu ce cadre-là. Est-ce que ça a été ton cas, Valérie? As-tu eu l'impression que tu faisais un peu la même chose au début quand tu as commencé comme entrepreneuse? Oui, c'est un peu ça. Et puis comme il y a cette culture du temps passé à travailler, comme si c'était un gage de qualité, alors que comme vous l'avez très bien dit, c'est pas le temps qu'on passe qui fait qu'on est productif et que le travail est qualitatif, mais c'est quelque chose qui est très véhiculé et surtout dans l'éducation nationale, on est beaucoup là-dedans. Il y a cette culture de l'absentéisme qui est pointée du doigt, etc. Donc j'ai un peu gardé ces réflexes-là. Quand j'ai changé de travail, maintenant je commence à plus me donner, le droit de profiter de cette flexibilité. Et il faut encore que j'apprenne à me donner des temps personnels, à limiter les espaces, aussi bien physiquement que dans le temps, c'est-à-dire me limiter des plages horaires, me limiter à un lieu de travail pour que ce soit pas tout mélangé travail et vie personnelle en fait. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est soudainement justement plus flexible, plus libre que la planification ne sert plus à rien. Souvent, c'est très aidant de se mettre certaines balises justement si on sait qu'on a cette
tendance à dériver, à se noyer un peu dans le travail parce que des fois, on adore ce qu'on fait, là. C'est justement, c'est une passion, sauf que si on est trop dans le travail et qu'on oublie tout le reste, c'est là que peut-être le mur va arriver un petit peu plus vite qu'on l'aurait pensé, et ce, même si on adore ce qu'on fait. C'est une belle constatation que tu fais, Valérie. D'après votre expérience, justement, parlant de santé mentale, comment est-ce que le télétravail impacte votre santé mentale, tant au niveau des avantages que des inconvénients? Si vous, peut-être, vous comparez à lorsque vous étiez vraiment en présentiel. Joanie. Ben, c'est sûr que oui, ma flexibilité d'horaire me plaît énormément en ce sens que j'ai commencé à me permettre à me dire, bon, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller faire cette chose-là. Je prends ce temps-là. Est-ce que ça veut dire que la culpabilité n'est plus là? Elle existe toujours, je vous le garantis. Mais au moins, c'est un premier pas de me le permettre, de prendre mes clés et de le faire, d'aller au bout de cette idée-là, d'être disponible pour ma famille. Ça reste toujours ma priorité et c'était un peu la base de ce projet-là, de travailler de la maison, de ne pas avoir de bureau loué ou bon, d'être vraiment disponible pour eux. Mais encore une fois, la disponibilité amène aussi parfois l'espèce de sentiment d'insuffisance ou de se sentir un peu paralysé dans mon développement d'entreprise par rapport au fait que j'anticipe beaucoup. Est-ce que c'est moi qui vais être la prochaine à avoir le virus? Est-ce que c'est mon conjoint? Est-ce que je vais avoir à pallier? Donc, c'est une certaine part d'anxiété qui vient à arriver aussi avec ça, surtout dans la période, je dirais, de août à mai, là. C'est pas mal les heures de pointe de virus. Donc, c'est des moments un peu moins évident à mon avis. Sinon, ben, du côté plus négatif, c'est sûr qu'il y a une tentation plus facile, comme j'ai personne qui est là, comme à qui je dois rendre des comptes à part mes clientes, mais que je suis ma propre patronne, une tendance à vouloir peut-être un peu plus flâner, tu sais. Oui, je suis assise devant mon ordinateur, je travaille, mais j'ai mon cellulaire dans les mains, puis je fais de la recherche et je regarde des réels sur Instagram. C'est facile de se trouver des espèces de petites excuses pour justement flâner, être plus dans la procrastination. Active même souvent. Oui. Une procrastination qui est plus active. Ce qu'on voit souvent, c'est une petite brassée de lavage, un petit peu de ménage, un petit peu de ramassage. Donc là, oui, tu parles des réseaux sociaux qui, je crois, est quand même aussi un défi pour les gens qui sont en présentiel. Hein. Il y a des organisations qui ont des politiques strictes par rapport à l'utilisation du téléphone cellulaire. C'est sûr qu'on n'est pas surveillé quand on est toute seule à la maison, puis on est notre propre patron. Si c'est le cas, ben là, c'est encore plus comme c'est moi qui décide. Mais il y a aussi le risque de tomber dans ben justement, je peux utiliser un peu mon temps pour me sauver du temps rendu dans la routine du soir ou lorsque ça va être le temps de faire les tâches. Justement, est-ce que ça t'arrive, ça, Joanie? Oui, c'est exactement là où je m'en allais. C'est qu'il y a une facilité aussi à faire de la superposition au niveau des tâches. Mais il y a aussi une facilité à les scraper. On peut se le dire, là, partir une brassée de lavage, l'oublier pendant 2 jours, faire comme c'est vrai, j'avais parti une brassée de lavage. Quelle chouette idée j'ai eue. Parce que 5 minutes après, tu tombes dans une période passionnée. Oui, ça, c'est le mythe du multitasking, justement, de penser qu'on va être plus efficace, mais des fois, c'est ce qui arrive, finalement. C'est exactement ça. Fait que c'est facile aussi de superposer, de dire, bon, mais je vais arrêter, je vais partir ma mijoteuse, je vais arrêter, je vais aller faire telle chose, puis là, ça va m'avancer pour telle chose, mais au final, ben, ni d'un côté, ni de l'autre, ça a été productif. Fait que je pense qu'il y a une idéologie ici qui est peut-être pas nécessairement logique dans la réalité, à moins que tu sois quelqu'un qui a une mémoire de feu, mais moi, après 4 enfants, il y a beaucoup de cellules qui ont comme quitté le navire. Je pense que mon plus grand défi, c'est le manque social. Je suis une petite bébite extrêmement sociale. J'aime parler, j'aime échanger. Ça me nourrit énormément d'avoir des discussions, des échanges avec les autres. Et la solitude me pèse énormément. Oui, il faut dire que tu es solopreneur aussi. C'est sûr que j'imagine lorsqu'on va passer la parole à Christelle, qui a une équipe avec des employés, la dynamique doit être un peu différente parce qu'il doit y avoir beaucoup plus de communication interne, même s'ils sont tous en télétravail. Christelle, tu pourras nous en parler aussi, mais effectivement, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, cette solitude, cet isolement-là. Et c'est pour ça que de plus en plus de gens qui sont en télétravail vont aller dans des espaces de coworking, vont aller dans des cafés pour rencontrer des gens, vont être dans des groupes d'entrepreneurs et là, tu
tu sais, on parle beaucoup d'entrepreneurs parce que il y en a beaucoup qui sont en télétravail, mais ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui sont aussi employées et qui sont en télétravail, hein, parce qu'on le voit, là, il y a les gens recherchent cette énergie-là. Christelle, est-ce que tu le vois, ça, chez tes employés, cet isolement-là? Oui, mais je vois qu'ils ont mis en place aussi plein d'outils pour s'aider. Parce que dans le fond, tu sais, moi, mon équipe, elle est 100% télétravail, mais ça me permet d'aller chercher des ressources qui sont partout au Québec. Fait que ça, c'est vraiment un des avantages d'être en télétravail parce que mes ressources, là, tu sais, j'en ai eu à Montréal, à Québec, à Gatineau, à Trois-Rivières. Fait que, tu sais, ils sont comme un peu partout. Fait que ça me permet vraiment d'aller chercher la crème de la crème dans mon domaine en tant qu'employé. Mais j'en ai qui sont justement dans la même région. Fait que là, mettons, j'ai 3 employés qui sont dans la région de Québec. Fait que là, présentement, aujourd'hui, justement, ils sont dans un café en train de socialiser, de sortir de cette bulle-là d'isolement parce que c'est vrai que c'est comme l'enjeu, hein, qu'on a avec le télétravail d'être isolé. Fait que dans le fond, ça me permet d'avoir une inclusion plus grande. Un des côtés positifs, là, c'est que je peux aller chercher des ressources comme partout au Québec. Ça permet aussi, comme Joanie l'a mentionné, là, une belle flexibilité dans l'horaire, mais autant dans la mienne que dans celle de mes employés. Donc, ils s'ajustent vraiment en fonction. Tu sais, moi, c'est tout le temps sur l'heure du midi que je me permets d'aller courir, justement, parce que je sais que ça n'aura pas d'impact sur les enfants puis sur la routine familiale. Fait que j'aime ça, avoir ce temps-là, puis de pouvoir revenir prendre ma douche chez nous, me changer, puis après ça, repartir. Puis je trouve que pour la concentration aussi, ça l'aide vraiment sur l'après-midi de pouvoir jouer là-dessus. Comme on l'a mentionné, moi aussi, l'impact plus négatif, c'est sur l'isolement. Mais un autre impact que souvent on oublie, c'est, mettons, moi, je veux rencontrer des clients. Clairement, je vais pas les rencontrer dans ma chambre à coucher parce que mon bureau... Non? Clairement pas. Pour une petite sieste en même temps. C'est comme, non, je penserais pas. Je comprends, effectivement. Fait que, tu sais, des fois, on n'a pas le choix d'être dans un lieu physique. Tu sais, des fois, on a des conversations qui sont pas propices dans des cafés ou dans des choses. Fait que c'est de tout le temps comme devoir louer un endroit, un lieu physique pour avoir des rencontres qui sont plus officielles, plus professionnelles. Fait que ça aussi, c'est un autre comme obstacle du télétravail. Fait que c'est pour ça que des fois, on recherche justement ces hubs-là, comme tu as mentionné, Annie, là, qui nous permettent d'avoir ces espaces qu'on peut travailler avec d'autres, mais aussi des espaces qu'on peut louer pour des conférences, pour des rencontres là, qui sont plus importantes. Souvent, ce qu'on va avoir, c'est une variété de types, dans les types d'espaces. Ouais. Des espaces plus bruyants, ouverts, justement, pour pouvoir échanger avec d'autres personnes. Des espaces plus fermés qu'on peut louer. Donc, c'est intéressant, je pense, d'opter pour ce type de formule-là. Les cafés, c'est le fun, mais justement, c'est pas 100% polyvalent avec tous les besoins qu'on peut avoir, notamment d'animer une rencontre ou d'avoir un meeting plus sérieux où on va avoir besoin de se concentrer ensemble ou même d'avoir besoin de plus d'espace. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est en explosion présentement. Là. Il en ouvre partout des espaces de coworking. Valérie, est-ce que c'est comme ça en France aussi? Est-ce que vous avez cette tendance qui se développe? Oui. Alors, moi aussi, j'ai eu cette difficulté de ressentir cette solitude, surtout en passant d'un travail où j'étais en contact avec énormément de gens, où j'étais toute la journée avec mes 25 petits dans une petite salle, voilà. Et du coup, je fais partie d'un espace de coworking. J'y vais une fois par semaine et c'est vraiment une vraie soupape, une vraie bouée d'oxygène, enfin une vraie bouffée d'oxygène, parce que déjà, il y a des échanges. On communique sur nos problématiques d'entrepreneurs, de solopreneurs, et ça permet déjà d'échanger sur le côté très concret. On va s'échanger des outils, des idées, on se sent moins seul. Et puis des fois, on va juste boire un café, juste passer du temps et simplement d'être entre vrais êtres humains et pas toujours que derrière un écran. C'est quand même quelque chose dont on a vraiment besoin. Et justement, dans cet espace de coworking dans lequel je suis, ce ne sont pas que des entrepreneurs, il y a aussi des employés qui viennent avec pour pouvoir se connecter. Ils pourraient travailler de chez eux, mais ils viennent quand même dans cet espace pour se sentir moins seuls, en fait. Oui, c'est non négligeable, effectivement. Puis, pourquoi ça explose, ces espaces-là? C'est qu'il y a un besoin qui se fait sentir de plus en plus, là, de pouvoir se retrouver. Parce que là,
t'as dit des vrais humains. Oui. C'est peut-être un aspect qu'on a un peu négligé pendant la pandémie. Là, on était tout excités justement de vivre un peu cette expérience-là parce qu'il y a des gens pour qui c'était totalement nouveau d'avoir la flexibilité de travailler de la maison ou en ligne. Et on a vu la balloune dégonfler un petit peu là quand on a été dans une, je sais pas, en France, je pense que vous avez vécu une deuxième phase aussi là de confinement en 2021. Mais là, on dirait que les gens étaient moins emballés là. Ils étaient moins emballés, ça leur tentait moins parce que ils avaient peut-être compris que c'était finalement il y avait des conséquences là et qu'il y allait avoir des ajustements à faire dans leur façon de travailler pour que ça soit fonctionnel. Et c'est vrai que même dans l'éducation, la question s'était posée. C'est-à-dire que au premier confinement, il y a eu un espèce d'engouement où le gouvernement s'est dit, bah oui, l'enseignement en ligne, c'est génial, on va mettre ça en place, on va réduire les effectifs dans les écoles. Ah oui. Comme si c'était le nouvel Eldorado, que ça allait être super. Et moi, de l'expérimenter de mon point de vue d'enseignante, avoir mes petits élèves à travers l'écran qui ne pouvaient pas expérimenter, qui ne pouvaient pas manipuler, et puis même des choses toutes bêtes, hein, une petite main sur l'épaule pour encourager. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça peut tout changer. Pour ramener l'attention. Mais complètement. C'est... Puis gagner la confiance en soi, des choses comme ça. Il y a eu des études qui ont montré que juste la maîtresse qui pose sa main sur l'épaule de son élève, ben, ça encourage à avoir de meilleurs résultats sans qu'il y ait forcément d'explication en plus, mais juste ce geste-là par son côté humain en fait. Donc voilà, heureusement depuis ça a changé, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça de creuser l'éducation virtuelle. Ben, c'est ce qui s'est passé ici aussi, puis il y a eu des nouveaux programmes. Ça a certains avantages. Par exemple, mon ado qui va au secondaire, lorsqu'ils sont absents, les cours sont filmés. Donc, ça leur permet d'écouter le cours qu'ils ont manqué. Fait qu'on a gardé certaines pratiques qui ont des avantages positifs, mais c'est certain que j'ai beaucoup de difficultés à imaginer sur le long terme qu'on va pouvoir complètement remplacer l'école en présentiel par de l'école en virtuel. On l'a vu, là, les adolescents ont démontré une grande détresse durant la période parce que eux, nous ici, en tout cas, ils ont été beaucoup plus longtemps à la maison, là, les élèves du secondaire, des cégeps, des universités que les élèves du primaire, puis ça a eu des impacts assez dévastateurs pour plusieurs là, dans leur cheminement. Donc, je suis contente qu'on se pose des questions, puis sans forcément jeter ça à la poubelle, je pense qu'on peut aller retrouver un certain équilibre aussi, puis on va pouvoir revenir là-dessus avec Christelle, mais il y a quand même beaucoup d'avantages pour une partie de la population d'opter pour des méthodes comme ça. Joanie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais rebondir sur ce que Valérie a amené parce que je pense que au niveau environnement, je pense que c'est un gros morceau au niveau du télétravail, autant par rapport aux élèves, de ce qu'on a observé par l'évolution ou la stagnation, en fait, des apprentissages quand il y a eu une perte au niveau du contact humain, mais juste dans la prévention des problématiques en classe, on dit toujours que oui, si l'enfant a un problème, il y a en plus dans la maison, l'environnement proximal est pas bon, ben l'école permettait aussi d'avoir une soupape de ventilation. Je pense que c'est la même chose pour moi en tant qu'entrepreneur, puis comme beaucoup d'autres personnes qui travaillent à la maison, de dire, ben la maison est sans dessus-dessous, c'est un chaos, mais ça représente un peu le chaos dans ma tête, juste de me prendre, de me sortir et de m'envoyer dans un café. Ça va tellement jouer sur ma productivité, d'avoir une énergie de production autour de moi aussi. Je pense que ça a un gros impact, fait que je voulais vraiment rebondir là-dessus parce que je l'ai observé aussi. Mais tu rebondis bien sur la prochaine question aussi, parce que parlant de productivité et d'efficacité, Joanie, c'est quoi les enjeux que tu observes principalement là, dans ton expérience avec le télétravail? Mon enjeu, c'est dans l'organisation de mon horaire. Je pense que ça, c'est le plus gros enjeu. Je pense qu'on aura beau comme humain essayer de se mettre voici un bloc de travail pour telle chose, voici un bloc de travail en telle chose. Quand ça l'implique seulement moi, que ça n'implique pas un rendez-vous avec quelqu'un en soi, j'ai l'impression que j'ai une facilité à faire comme moi, OK, un 5 minutes. Ah, OK, un 5 minutes. Ah, OK, un 5 minutes, puis pas arriver nécessairement à mon objectif. Je pense que c'est quand même une facilité là à justement procrastiner. Puis tu sais, je sais que tu es un peu comme moi là-dessus, Annie. Moi, je suis très productive sur les dernières minutes. Jamais de la vie. Je me sens pas du tout concernée. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est de se sortir du moule du travailleur du 8 à 5, de dire ça me prend un horaire, ça me prend quelque chose, puis
d'apprendre à écouter ses feelings, je pense que c'est le plus grand défi. Mais je pense C'est qu'on ça. passe d'un extrême à l'autre, honnêtement, puis je pense qu'il existe un juste milieu. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui travaillent en ligne qui vont aller explorer l'autre extrême de dire je vais être 100% dans mon intuition, puis tu sais, je vais y aller avec le flow à chaque jour. Et c'est rarement vraiment fonctionnel. Et à l'inverse, essayer de se mettre un horaire trop rigide qui ne respecte pas nos besoins, les impondérables aussi, t'en as parlé beaucoup, Joanie, là, mais tu sais que t'anticipais, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas prévoir, hein. Donc, si on a un horaire très, très cadré, puis là, oups, il y a quelque chose qui vient casser notre rythme, on va être souvent très déstabilisé quand on manque de flexibilité, quand on se laisse pas d'espace pour respirer dans notre horaire. Et je pense sincèrement qu'il existe un entre-deux. On a 2 ergothérapeutes qui vont venir en parler, justement, qui vont venir donner des stratégies sur le podcast bientôt, justement, sur cette thématique-là. Christelle, au niveau de la productivité, de l'efficacité, comment ça se passe de ton côté à toi? Ben moi, ça s'est grandement amélioré depuis que je suis en télétravail. Pourquoi? Parce que j'ai moins de distractions de tous les autres collègues et tout de l'environnement externe. Hein? Parce que, tu sais, des conversations de 5 minutes que finalement prennent 1 heure de ton temps, tu sais, j'avais l'impression que en présentiel, j'étais pas capable d'avancer puis d'être vraiment focusée sur ce que j'avais à faire. Tandis que quand j'embarque chez nous puis que je commence à travailler, j'ai aucun... Admettons que là, j'ai pas les enfants puis tout le puis mais quand je commence à rentrer en période de concentration extrême, mais je suis capable de clencher pendant des heures, là, comme un peu Valérie, tu le mentionnais, là, mais moi aussi, là, tu sais, aussitôt que je suis en mode focus, là, je peux partir puis je peux même en oublier de dîner puis tout ça. Fait que même dans mon horaire, maintenant, j'ai la période dîner, course. Fait que, tu sais, pour justement plus oublier, parce que je rentre tellement concentrée que, tu sais, ma productivité est comme augmentée grâce à ça. Puis, tu sais, il y a aussi le fait que mon environnement, je l'ai mis pour que je sois bien. J'ai ma chaise que j'ai choisie, j'ai mon bureau que c'est un bureau assis debout. Je peux même, j'ai un tapis roulant aussi à côté de moi que je pourrais même travailler en marchant si je voulais. Fait que tu sais, cet environnement physique-là a aussi un impact sur ma productivité parce que je suis pas dans un environnement que, par exemple, qui a des gros néons, que moi les néons ça me donne mal à la tête, mais que j'ai pas le choix de travailler dans cet environnement-là parce que c'est ça l'environnement de mon milieu de travail. Fait que tu sais, je me rappelle que quand j'étais en présentiel, moi, j'avais un bureau fermé, qui avait pas de fenêtre, il y avait juste des néons. Moi, ma lumière, elle était toujours fermée, puis je m'étais acheté une petite lampe d'appoint parce que c'était comme ça que moi, j'aimais travailler, que j'aime ça. Tu sais, moi, ça me dérange pas d'être dans le noirceur, mais le monde, à chaque fois, il était comme, voyons que tu travailles dans le noir comme ça. Ben, j'aime mieux travailler dans le noir comme ça que devoir travailler avec le néon qui va me donner mal à la tête. Ben, t'as nommé 2 choses vraiment importantes. L'environnement, là, ça... Après ça, que tu sois en télétravail ou que tu sois en présentiel, dans les 2 cas, ça va avoir un impact. Il y a des gens en télétravail qui n'ont peut-être pas réfléchi sur comment aménager leur environnement pour que ce soit le plus bénéfique pour eux, pour leur productivité, leur efficacité. Et il y a des milieux en présentiel où c'est tellement bien pensé, tellement bien adapté avec plusieurs formules disponibles pour les employés, des espaces de sieste, etc., que peut-être qu'il y a des gens en présentiel qui ont de meilleures conditions pour être dans la productivité, l'efficacité, le bien-être que d'autres qui sont en télétravail. Donc, c'est de se poser la question, tu sais, c'est pas noir ou blanc de dire, ah, OK, j'ai 100% le contrôle en télétravail, donc forcément, je vais avoir fait ce travail-là d'organiser mon environnement. Moi, je vois encore des gens travailler sur le coin de la table de cuisine là, depuis 2, 3, 4, 5 ans. Ben là, pour moi, c'est sûr, c'est normal que ça va être affecté. Là. Puis tu l'as bien nommé, Annie, parce que, tu sais, nous, on travaille pour faire des environnements qui sont plus inclusifs. Fait que cette flexibilité-là dans les aménagements, c'est super important. Fait que donner le contrôle sur la lumière aux employés pour que justement ils puissent s'ajuster en fonction de leurs besoins, mais aussi de leur donner des espaces de travail qui leur conviennent parce qu'on tu sais, il y a des espaces de travail, comme tu l'as mentionné, là, que c'est des espaces ouverts. Mais des espaces ouverts, ça fonctionne pas à tout le monde. Il y en a qui ont besoin, justement, de travailler dans un environnement fermé. Est-ce que mon milieu de travail le permet, ça? Est-ce que j'ai cette possibilité-là d'ajuster en fonction des besoins de la personne? Tu sais, ça, c'est l'aspect le plus important, de pouvoir s'ajuster, d'être flexible dans ça, puis pas donner le même bureau, la même chaise à tout le monde, parce que c'est pas vrai que c'est ça qui convient le mieux à tout le monde. Fait que pouvoir s'ajuster. Fait que autant en télétravail qu'en présentiel, c'est vraiment la clé
bénéficier d'un environnement plus inclusif. Ouais. Merci, Christelle. Valérie, de ton côté, au niveau de la productivité, l'efficacité, encore là, si tu as envie de nous faire un peu la comparaison de tes deux expériences, ce serait intéressant. Du coup, je vais rebondir sur le côté matériel, ergonomie, environnement, que j'ai trouvé très pertinent. Merci, Christelle. J'avais pas du tout pensé à cet aspect-là. Et du coup, ça me fait penser à deux choses. Quand j'étais enseignante, on a dû s'adapter. On a dû, du jour au lendemain, travailler avec les enfants et tout seul, sans qu'on ait ni de matériel qui soit fourni, ni d'outils. C'est nous qui avons dû créer, en fait. C'est nous qui avons dû aller chercher qu'il existait des outils comme Zoom, trouver comment communiquer avec nos élèves, trouver comment fournir le matériel pour les enfants qui n'avaient pas d'ordinateur chez eux. Enfin, tout un tas de choses comme ça. C'était assez aberrant, en fait, parce que la charge est revenue sur les enseignants. Je vous donne un exemple, c'est une anecdote, mais c'est très parlant. J'ai une collègue qui habite au sommet d'une montagne et qui n'a pas de liaison, elle a pas de réseau, en fait. Ce qui fait que pendant tout le confinement, elle n'a pas pu s'occuper de ses élèves. Et personne n'a rien fait. Non. Et dans les statistiques, elle a été considérée comme absente, alors qu'en fait, elle avait juste pas le choix, quoi. OK. Mais je crois que il faut le nommer, c'est important, là. Vous avez beaucoup d'autonomie, chacune des écoles en France versus peut-être ici où on a des organisations qui structurent un peu ce que chacune des écoles fait. Alors, très rapidement, ces organisations-là ont pris en charge. C'est pas chacune des écoles qui a pris les initiatives. Ça a été géré un peu plus largement. Donc, peut-être c'est là, ça a fait la différence qu'il y a des gens qui ont été complètement oubliés. Parce que j'imagine, si cette enseignante-là avait pas l'Internet, il y avait sûrement beaucoup d'enfants aussi qui étaient dans les mêmes conditions, qui n'ont pas pu recevoir d'éducation non plus, là. C'est ça. Moi, j'ai à peu près 50% de mes élèves qui sont restés plusieurs semaines sans rien, quoi. Bon, ça, c'est un problème particulier, ponctuel. L'autre aspect sur l'environnement sur lequel je voulais rebondir, qui est plus là en tant qu'entrepreneur, ce qui est intéressant à souligner, c'est le côté financier. Parce que par exemple, moi qui débute dans mon entreprise, je n'ai pas encore les moyens d'avoir un environnement comme je l'aimerais. Donc pour l'instant, je fais un peu avec les moyens du bord. Mon petit ordinateur, j'investis dans un micro, mais j'aimerais bien avoir un bureau que je peux mettre debout, des choses comme ça. Et c'est vrai que ce sont des aspects très importants, en fait, aussi bien pour le bien-être physique que mental, parce qu'avoir son petit coin bien aménagé, je trouve que ça aide à faire la part des choses entre le privé et le professionnel. Ben, c'est tellement important ce que tu mentionnes parce qu'il y a quand même beaucoup d'employeurs qui envoient leurs gens en télétravail sans considérer ces aspects-là. Je sais qu'il y a eu des subventions durant la pandémie. Je sais pas si elles existent encore. Christelle, peut-être tu pourras me dire. Peut-être pour des gens qui ont des défis particuliers, mais on a eu pendant un certain temps des subventions pour aménager des bureaux à la maison ou des crédits d'impôt qui étaient quand même très petits, là. On s'entend. Considérant que juste un bureau assis debout, ça peut coûter entre 500 et 1000 $, dépendamment de la qualité qu'on va aller chercher. C'est quand même beaucoup de sous, là. Donc, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens en télétravail qui vont pas forcément pouvoir s'offrir ça, du moins pas tout de suite, alors qu'on sait que ça a un impact sur leur qualité de vie, mais aussi la qualité du travail qu'ils vont être en mesure de produire par la suite. Là, est-ce que tu sens quand même que tu as un peu plus d'expérience et que tu as été capable peut-être d'ajuster un peu mieux ton environnement de travail depuis ta première expérience? Oui, de plus en plus. C'est vrai que c'est important ce genre de, tu vois, des podcasts comme le tien qui peuvent donner des outils concrets, pratiques, aussi bien sur l'organisation du temps que sur l'organisation spatiale. Merci Valérie. On l'a abordé quand même à travers nos discussions, mais j'aimerais te passer la parole, Christelle, sur ce point très spécifique puisque c'est ton expertise. Mais est-ce qu'on peut observer une différence sur les impacts qui ont été nommés là, selon la réalité socio-économique, on l'a parlé un peu, mais aussi d'autres particularités en termes d'inclusion notamment? Ben oui, parce que le télétravail a permis à des gens qui pouvaient pas se rendre en présentiel de pouvoir travailler. C'est beau, là, quand même, tu sais, on pensait que c'était comme limité, puis ça a ouvert un bassin d'employés on considérait même pas au départ, puis qu'il y avait les qualifications, mais c'est juste que, tu sais, par exemple, l'environnement physique ne correspondait pas. Fait une personne en fauteuil roulant qui peut
faire entièrement la job, mais elle arrivait au lieu, au bâtiment, elle avait 3 marches, pas d'ascenseur, pas de rampe, pas rien, puis faisait comme, je peux pas venir travailler ici parce que l'environnement physique me le permet pas. Mais ça permet de faire comme, OK, notre environnement physique ne le permet pas, mais on le voit que tu es compétent. On voit que tu serais la bonne personne pour nous. Donc, on peut t'engager, puis on peut t'offrir le télétravail à temps plein. Qui va permettre d'avoir cette belle ressource-là parmi nous, puis que ça va pouvoir, tu sais, contribuer. Pour ça, c'est tellement beau. Il y a tellement de monde maintenant qui ont pu accéder au milieu du travail grâce au télétravail. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment très positif, le télétravail, mais il faut aussi s'ajuster en fonction des besoins de la personne. C'est pas parce que c'est bon pour moi, le télétravail, que c'est bon pour l'autre personne à côté. Fait que, tu sais, comme, admettons, par exemple, mes employés, moi, quand je passe en entrevue, là, avant même que je les engage, je leur demande tout, qu'est-ce que tu as besoin pour bien travailler? Ça, je le demande à tout le monde, peu importe qui j'ai devant moi. Mais ça veut dire que, tu sais, souvent, souvent, les personnes disent, ah, non, j'ai rien besoin. Mais moi, là, ça me permet de leur ouvrir la porte à l'inclusion, puis après ça, de pouvoir venir m'ajuster en fonction de ce qu'ils vont me demander. Par exemple, tu sais, ça peut être, moi, pour bien travailler, j'ai besoin de travailler juste le matin parce que l'après-midi, ça fonctionne pas. Fait que là, on s'ajuste. Ou moi, mon besoin, c'est de travailler en télétravail. Mais nous, c'est tout en télétravail, fait que c'est correct. Ou mon besoin, c'est d'avoir un bureau assis debout parce que rester assis toute la journée, ça fonctionne pas. Fait que moi, je viens vraiment m'ajuster en fonction de ces besoins-là. Fait que souvent, ils me le disent pas d'emblée, mais ils finissent par me le dire parce que c'est la première fois que quelqu'un leur a vraiment demandé qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour bien travailler. Tu sais, des fois, il y a des employeurs qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai besoin de savoir le diagnostic. » Puis je suis là comme « T'as pas besoin de savoir le diagnostic de la personne. T'as vraiment juste besoin de savoir son besoin. » Parce que, tu sais, si on pense à une personne TSA du trouble du spectre de l'autisme, il y a une belle variété. C'est un spectre, hein. Fait que, tu sais, ça veut pas dire qu'une personne va avoir besoin de ça, que l'autre personne va avoir besoin de ça. C'est de s'ajuster, justement. Moi, j'ai une de mes employées, mais là, puis avec moi, mais elle m'avait déjà dit « Moi, j'ai besoin de ça pour travailler. » Puis en passant, mon diagnostic, c'est ça. Puis c'est la première fois de ma vie que j'ose le nommer parce que je le sais que ça va être bien reçu. C'est si beau. C'est ça qui fait la différence. Oui, le danger avec les diagnostics aussi, c'est qu'on considère que seulement les personnes qui en ont un auraient besoin d'avoir accès à de la flexibilité puis des adaptations, ajustements, alors qu'au final, là, tout le monde est sur un même pied d'égalité dans le sens où tout le monde a des besoins. Tout le monde a des besoins, que tu aies un diagnostic ou pas. Donc, à partir du moment où la société va prendre conscience que de s'arrêter un instant pour considérer les besoins de chacun et de voir comment est-ce qu'on peut, nous aussi, par exemple, comme gestionnaire, employeur, faire un pas vers la personne fait déjà beaucoup de pas vers nous. C'est là qu'on va être en mesure de pouvoir avancer vraiment bien au-delà du diagnostic, là. Donc, pour moi, ça, c'est incroyable. On va avoir toute une thématique là-dessus, d'ailleurs, qui va suivre, justement, et ce que tu dis la met bien en matière, mais merci pour ça. Je sens que ça va résonner pour beaucoup de personnes. Sachez que diagnostic ou pas, c'est toujours possible d'aller nommer, et ça commence par ça, d'aller nommer ses besoins. Parce que c'est pas tous les employeurs, là, comme toi, Christelle, qui pose la question. On essaie. C'est extraordinaire que tu la poses. Oui, mais de plus en plus, les employeurs commencent à être sensibilisés à la cause de l'inclusion, aux politiques EDI, équité, diversité, inclusion. Fait que de plus en plus, il y a cette petite graine-là qui commence à naître chez les différents employeurs. Puis, tu sais, moi, je travaille beaucoup, une belle diversité d'employeurs, puis on le voit, là, que ce changement-là s'en vient, là. Fait que faut y croire. Ça s'en vient, puis j'espère que ça va être élargi, tu sais, au-delà, dans le sens où on va poser la question d'emblée, pas juste parce que, mettons, on a une subvention pour favoriser l'inclusion. Tu sais, je rêve que ça devienne vraiment large et qu'on le fasse vraiment pour permettre à chacun de se sentir bien dans son environnement de travail. Dans le fond, c'est 100% de la population qui va vivre un jour ou l'autre une situation de handicap. Fait que c'est important de le penser tout de suite en fonction des besoins parce que tout le monde, on va le vivre à différents moments de notre vie, que ça soit de manière permanente, temporaire ou situationnelle ou liée au vieillissement. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de le penser comme ça. Joanie, en tant que solopreneur, donc tu es ton propre patron, tu es ta propre organisation, qu'est-ce que tu aurais à gagner, selon toi, à peut-être réfléchir davantage à comment adapter ton environnement, comment faire en sorte que ton expérience de télétravail soit plus positive pour toi? Avant d'entrer dans cette question-là, Annie, j'ai envie de rebondir sur ce que Christelle vient d'amener, puis de juste ouvrir la porte à dire,
imaginez que chaque employeur vous considérait pour un être unique, comme être unique, à quel point le principe de loyauté, fidélité à l'entreprise pour laquelle on travaille reviendrait. Parce que je pense que c'est ça qui ferait la différence dans le monde d'aujourd'hui, de se sentir unique, entendu, reconnu dans son travail. Surtout pour nous les femmes, je pense qu'on en a vraiment besoin, on va se le dire, de reconnaissance dans ce qu'on fait, dans ce qu'on accomplit, d'être vu, entendu. On le répéterait jamais assez. Je pense que ça amène énormément de beauté et d'être aussi pris dans nos forces, dans nos zones de génie, puis d'être utilisé à notre plein potentiel plutôt qu'à titre de numéro ou de tâche. Fait que merci Christelle en tout cas pour cet apport-là. C'est extrêmement riche dans la discussion. Pour ce qui concerne le sujet au niveau de qu'est-ce que je pourrais amener, ben c'est en phase. Donc moi je pars d'une maman qui travaille avec ses enfants autour, qui s'essayait à devenir entrepreneur, qui travaillait sur le coin de la cuisine entre une sieste et un repas, à quelqu'un qui se permet d'organiser un espace dans sa maison, qui a monté un premier bureau, qui s'est installé au travers d'un certain chaos. Et là, en ce moment, on est en train, dans mon bureau, de faire les rénovations nécessaires à ce que je m'installe. J'ai compris quels étaient mes besoins. Moi, dans la vie, j'ai des tocs incroyables de classement, d'épuration d'environnement. Donc, mon chum, mon amoureux, mon partenaire de vie est en train de me faire des armoires pour que tout soit caché dans mon bureau et que j'ai le moins de perturbateurs possibles accessibles à ma vue. Donc, c'est ce qui s'en vient pour moi. Le silence me pèse. J'ai été habituée au bruit, au chaos. Fait que le silence me pèse. Donc, aller travailler dans les cafés ou me mettre ma playlist favorite pour travailler est une solution à et de commencer la journée avec un moment pour moi. De justement avoir cette période tampon-là entre la routine du matin et le deuxième souffle que j'appelle vers la transition vers mon travail dans la journée. Fait que c'est des petites adaptations que je fais tranquillement, pas vite, pour me sentir bien dans mon rôle, dans mon travail. Et je dirais aussi d'être bien accompagnée. Donc, j'ai un cercle d'entrepreneurs, de connaissances, de gens qui ont les mêmes défis, les mêmes problématiques avec qui j'échange de façon courante. Et je trouve ça fantastique, des réseaux de personnes qui s'élèvent ensemble plutôt que d'être dans une énergie négative puis de s'apporter des solutions constructives aussi, qui fait en sorte que cette discussion-là aujourd'hui, là, ça me nourrit intensément. Merci, Joanie. Mais tu sais, je pense que la CEO, là, la boss de ton entreprise va être contente aussi parce que si tu te sens mieux, clairement, ça va faire en sorte qu'il va y avoir une croissance dans ton entreprise. Tu vas être capable d'être rémunéré à ta juste valeur aussi et éventuellement de te permettre davantage de congés, de temps, sans stresser, sans anticiper là, la prochaine fois qu'un enfant va être malade. Donc, ça a cet apport positif-là aussi pour toi. Valérie, toi qui as justement été dans une organisation qui s'est un peu, je pense, débrouillée avec les moyens du bord. Personne n'avait vraiment prévu la pandémie, mais et des gros bateaux, ça bouge pas forcément rapidement. Ça reste que selon toi, qu'est-ce que l'organisation avait à gagner ou à perdre de peut-être mieux vous encadrer, mieux vous soutenir dans ce travail en ligne? Je pense que c'est vrai que c'est un cadre particulier puisque l'enjeu là, c'est pas la productivité, c'était vraiment de continuer à cadrer les enfants, de pouvoir continuer à les éduquer. Donc je sais pas vraiment comment répondre à ces questions parce que c'est quand même un contexte bien spécifique, l'éducation des enfants et je pense que l'erreur qui a été faite, c'était d'être dans la réaction et de vraiment prendre des décisions à très court terme. Et effectivement, avoir une plus grande organisation, parce que finalement, la pandémie, on l'a quand même un petit peu vu venir à partir d'octobre, décembre, on pouvait déjà se poser des questions. Et je sais pas à quelle période au Québec vous avez été confinés, c'était à peu près comme nous, vers mars-avril. Ouais. Voilà. Nous, en fait, on a été les derniers informés que les écoles fermaient. C'est-à-dire que le vendredi, les parents avaient entendu le matin à la radio que les écoles allaient fermer. Et nous, on l'a su le soir en rentrant. donc finalement... Vous n'avez pas eu le temps de prendre votre matériel? Voilà, un tout petit peu. On nous a dit, vous avez ce soir-là, vous prenez vos cahiers, vous prenez vos livres. Wow. Donc c'était plus un problème d'anticipation. Et effectivement, en étant mieux cadrés, déjà nous, on aurait eu moins cette responsabilité. Alors là, je parle de nous en tant que les directeurs d'école, parce qu'il a fallu à la fois qu'on rassure les parents, qu'on rassure les enfants,
et qu'on donne les outils aux collègues. Donc ceux qui étaient un peu débrouillards en informatique, ça, comme ce qui est mon cas, ça allait. Mais les vieux directeurs d'école de l'ancienne génération, ça a été beaucoup plus compliqué, quoi. Donc ce qu'on aurait gagné, ça aurait été surtout un apaisement général, en fait. Voilà. Mais ça envoie quand même un beau message que si on est plus en mode prévention, observation, je pense que ça facilite l'anticipation aussi, être plus en mesure de poser des questions aussi, comme Christelle l'a amené, d'aller chercher l'information. Mais ça devient plus facile en temps de crise, bien que c'est jamais 100% facile, on s'entend, parce qu'on a déjà beaucoup d'informations qu'on a pu voir venir préparer. Donc, c'est certain, je pense que ce qui est à retenir pour les organisations, les gestionnaires, puis je pense que c'est valide autant pour le télétravail que le travail en présentiel, mais c'est de considérer, comme Joanie l'a dit, chaque personne comme des êtres uniques avec des besoins uniques, d'aller questionner et de voir comment est-ce que je peux faire un pas vers eux. Et là, s'il arrive une situation de crise, ben j'ai ces informations-là aussi et je suis capable de mobiliser les ressources plus facilement pour les adapter aux besoins de chacun. Donc, le télétravail en soi, c'est juste une façon de travailler. C'est pas, selon moi, la panacée. Comme Christelle l'a dit plusieurs fois aussi, ça dépend. Ce qui est bon pour un n'est pas forcément bon pour l'autre aussi. Donc, juste de se poser des questions à savoir, ça va rendre service à qui finalement et est-ce que ça va nous permettre à tous d'avancer dans la même direction, d'atteindre nos objectifs. C'est pas juste une façon d'économiser des coûts, par exemple. Si c'est perçu comme ça, je pense que pour les organisations ou les gestionnaires, ben ils se tirent dans le pied là. c'est juste dans le but d'avoir une économie de coûts. Puis Christelle, j'imagine c'est la même chose aussi en termes d'inclusion. Des fois, il y a des gens qui peuvent se dire ça va nous permettre d'économiser des coûts parce que c'est des gens qui arrivent avec des subventions. Mais s'ils réfléchissent comme ça, selon toi, est-ce que c'est gagnant pour tout le monde? Ouais, mais en même temps, c'est pas tant de monde que ça qui arrive avec des subventions. Ça prend vraiment là un manque à gagner qui est comme vraiment prouvé pour pouvoir avoir droit à des subventions. Il y a le contrat d'intégration au travail, il y a les subventions salariales, mais c'est pas tout le monde qui ont accès. Mais par exemple, les employeurs ont toute l'obligation d'accommodement. Ça, c'est une obligation que tous les employeurs ont de devoir s'accommoder pour que la personne puisse bien travailler, pour qu'elle arrive au même niveau de productivité que toutes les autres aussi. Fait que, tu sais, il faut comme un peu s'enlever de la tête que toutes les personnes handicapées viennent avec une subvention. C'est pas le cas. Puis souvent, là, les ajustements qu'ils ont besoin, là, des fois, là, ça coûte rien ou en bas de 500 $ parce que c'est juste comme un ajustement à la procédure, un ajustement à un horaire. Souvent, ça n'a aucun coût ou ça va être l'ajout d'une lampe ou ça va être l'ajout d'un lecteur d'écran. Fait que, souvent, on pense que ça va être super gros, mais finalement, c'est peu coûteux ce que ça en prend. Puis, dans le fond, ça prend juste du temps. Prendre le temps avec ces nouveaux employés-là aussi. Puis ça, c'est pas juste pour les personnes handicapées, là, c'est pour tout le monde. T'sais, on dirait qu'on est dans une société qu'on veut que ça aille vite, puis qu'on veut que tout le monde soit productif vite, que ce soit en présentiel ou en télétravail. Mais chaque nouvelle personne qui rentre dans un nouvel emploi, on a comme ce besoin-là de temps de comprendre comment tout fonctionne. Fait que, tu sais, faut comme reconsidérer un peu nos attentes aussi en tant que gestionnaire puis en tant qu'employeur là, parce que j'aime mieux prendre mon temps puis que cette ressource-là elle reste longtemps que d'y aller vite puis que finalement cette ressource-là elle part puis que j'aille à recommencer tout le temps ce processus-là. Fait que c'est ça. Fait que faut pas penser que c'est précieux ce que tu dis. Ah, merci. Fait que faut pas penser que c'est un gain d'argent, là. C'est pas un gain d'argent, là. C'est une ressource qui va venir bonifier ton entreprise, peu importe ta ressource. Annie, tu le mentionnais, on est tous différents, puis c'est vrai qu'on est tous différents. Il y a personne ici qui est pareil à 100%. Fait que c'est là-dessus qu'il faut miser, autant présentiel qu'en télétravail. Merci, Christelle. On est rendu à la conclusion. J'ai une question spéciale pour vous, là. Je vous permets, pendant 2 minutes de votre vie, d'imaginer que vous avez aucune limite. Ça arrive pas souvent. Mais disons que il y a aucune limite à tout ce qui est possible là, sur Terre. Là. Comment est-ce que vous aimeriez voir évoluer les modalités de travail pour favoriser la santé mentale, le bien-être puis l'épanouissement personnel? Joanie. On dirait que j'ai un peu de difficulté avec cette question-là parce que c'est difficile pour moi d'imaginer au-delà de qu'est-ce qu'on a actuellement. Mais je pense que le premier pas à faire, je pense que je l'ai nommé tantôt, puis ça va rester ça, puis c'est vraiment ce qui m'a allumé dans l'appel,
c'est l'unicité. C'est à quel point tout tourne autour de l'unicité de l'humain, de ses zones de force, de ses zones de génie, puis que à partir du moment où est-ce que tu es en entrevue, qu'on cherche à connaître non pas ton efficacité, mais tes zones de génie, puis ton apport que tu pourrais avoir à l'entreprise, que ça soit en travailleur autonome ou en travail salarié, employé, en rôle de gestionnaire. Je pense qu'on a tous des forces, puis le fait de travailler en multidisciplinaire fait en sorte que chacun va vraiment amener son apport dans ce sujet-là. Mais sinon, j'attends la téléportation pour aller travailler avec mes amis un peu partout au Québec, mais je crois que ce serait mon Ben, j'ai dit aucune limite. Fait que t'as le droit de rêver à la téléportation, on se le souhaite, mais t'as pas d'attente là, pour les mères. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour les mères, là, pour que ce soit plus facile? Pour les mamans, pour que ça soit plus facile, que le visage de la société change. Mon exemple le plus concret, c'est au début du mois d'avril, j'ai quitté pour une semaine pour le Nicaragua. Je me suis permis mon premier voyage solo dans le cadre d'une formation photographique, puis je me permettais de travailler aussi de là-bas. Et je me suis fait poser la question combien de fois, mais qui va s'occuper des enfants? Mon chum a travaillé une semaine de soir. Il n'y a pas personne qui m'a demandé, mais qui va s'occuper des enfants pendant que ton chum n'est pas là? Fait que Oui. ça, c'est un souhait. On se le souhaite. J'espère que le message est entendu, là, tout le monde, là. Parce que Je le lance. il y a beaucoup d'inconscient aussi collectif derrière ça. On est tellement habitués, on est encore là à dire, même les gens les plus conscientisés, à dire que les pères gardent leurs enfants. Là. Donc, tu sais, je pense qu'effectivement, on a encore du chemin à faire à ce niveau-là. Même du côté de mon conjoint, il a été hyper outré d'entendre ça, là, parce que lui est un papa super présent, puis il s'est dit, mais pourquoi on me pose cette question-là? Pour moi, c'est une évidence que je vais m'occuper de mes enfants. C'est tout. Christelle. Ben moi, j'y vais encore avec ma mission qui est là depuis des années. C'est vraiment de la créer cette société qui est plus inclusive là. Hein? Tu l'as bien nommé, Joanie, avec l'unicité. On peut-tu considérer la personne avant tout? Puis tu sais, t'as parlé de loyauté aussi, Joanie. Moi, je la vois. C'est l'effet là de créer une société plus inclusive, d'être une entreprise inclusive, la loyauté que les gens ont après ça envers l'entreprise, puis le rayonnement que ça a, c'est beau là, c'est beau. Ça devrait être de même dans toutes les entreprises, tu sais, on devrait être choisi par nos compétences parce qu'on est pas essayer de vouloir nous changer. On dirait qu'il faut qu'on rentre dans un moule d'entreprise, mais non, c'est nous qui le créons ce beau moule-là avec nos différentes personnalités. Fait que c'est continuer à la créer cette belle société-là qui est plus inclusive, un pas à la fois, une personne à la fois, une sensibilisation à la fois. Fait que c'est vraiment ça mon souhait là pour la suite. Merci pour ce que tu fais, Christelle. Valérie. Ça fait difficile de compléter des si belles choses. Mais oui, t'es capable. Parce que je partage pleinement ce point de vue. Donc voilà, moi j'ai un regard un peu pessimiste qui vient de la France en fait, parce que moi j'observe plutôt des régressions. En France, en ce moment, on a vraiment des retours en arrière au niveau que ce soit des acquis qu'on appelait des acquis sociaux, et on se rend compte que c'est pas acquis, justement. Il y a de moins en moins d'inclusivité. On demande aux gens de travailler de plus en plus tard avec des handicaps, avec de la fatigue due à des travails usants. Donc moi, je suis en ce moment plutôt pessimiste là-dessus. Donc, si je devais rêver d'un monde meilleur, ce serait de voir les gens comme un écosystème, en fait, qu'on est tous interdépendants, qu'on a tous quelque chose à apporter à l'ensemble, et que prendre soin des différences de chacun, c'est prendre soin du groupe, en fait. L'être humain, à la base, il est fait pour vivre en troupeau. On n'est pas fait pour vivre tout seul dans son coin. Personne n'est autonome. Et je pense que c'est important qu'on se reconnecte avec ça. Avec l'idée que une société, en fait, elle est faite pour protéger chaque individu et pas pour qu'il y ait un groupe qui profite d'un autre groupe, quoi. C'est important quand tu parles des acquis sociaux qui finalement n'étaient pas des acquis, parce que j'en ai parlé aussi cette semaine parce que je le constate moi aussi, il y a beaucoup de gens qui prenaient et prennent encore la France comme un modèle en termes de modalités de travail, parce qu'il y a eu tellement de luttes et de combats menés de votre côté il y a
de nombreuses années. Et là, effectivement, on voit une perte d'acquis. Mais moi, le message que ça m'envoie, c'est qu'il ne faut pas baisser notre garde. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont acquis qu'il ne faut pas rester vigilant à continuer de nommer les besoins, de continuer de se battre, de lever la main quand on sent qu'il y a des transgressions sur des droits qu'on a. Et ce, même si on a l'air d'être dans un milieu inclusif, faut rester attentif, je pense. J'espère de tout cœur que pour vous, en tout cas, puis même pour nous et tout le monde, qu'on va se réveiller et qu'on va finir par comprendre qu'on ne se rend pas service en faisant ça, là. Au contraire, qu'on sera pas plus productif et qu'on va générer plus de capital et que finalement, il va y avoir plus de gens riches, là. C'est pas vers ça qu'on s'en va, en tout cas. Mais j'ai le goût de rester optimiste, Valérie. J'espère que ton optimisme va revenir aussi avec cette discussion que tu as entendue aujourd'hui. Merci, Joanie, Christelle, Valérie, d'avoir pris ce temps pour partager votre position, votre expérience personnelle, professionnelle en lien avec le télétravail. Je pense qu'on a ressorti de belles pépites dans cette discussion. À toi qui nous écoutes présentement, s'il y a quelque chose qui t'a marqué, n'hésite pas à venir continuer la discussion avec nous. Tu vas trouver sous la description là les coordonnées pour rejoindre Joanie, Christelle, Valérie si tu as envie d'aller leur parler. Toutes les informations aussi sur l'épisode. Tu peux partager si tu penses que ça peut aider aussi. Ça nous fera grand plaisir d'échanger avec toi. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis ciao, bye là! Salut! Je voulais te dire un gros merci de t'être rendu jusqu'ici. Tu t'attends peut-être à ce que je te demande de repartager l'épisode ou de me donner 5 étoiles, mais tu sais quoi? J'ai confiance que tu sais, mieux que moi, comment t'as envie de joindre le combat ou pas. Si t'as des questions, des commentaires ou si le contenu t'a fait réagir, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Annie au jour le jour, pour alléger ta vie un petit pas imparfait à la fois. Puis je te promets qu'ensemble, on va se donner le droit d'être foutrement vrai.